Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Julien Pruzès. Je suis photographe. Je dirige le studio de création d'images Jazz Studio. Donc, je crée des images pour les marques et les artistes euh, euh, pour leur communication, leur campagne. Très bien. Comment tu es devenu photographe? Est-ce que tu as toujours été photographe ou est-ce que c'est une reconversion? Non, j'ai fait une carrière de 10 ans en tant qu'ingénieur du son. Je travaillais pour les maisons de disques pour l'enregistrement et le mixage des albums et des singles. Et c'était plutôt chouette. Pendant 10 ans, on s'est bien amusé. Puis du coup, bah, ici, c'était le studio de mixage et d'enregistrement. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu envie d'un nouveau défi. Et j'ai vendu ma boîte et j'ai pris 2 années sabbatiques. Et puis, j'ai relancé ce projet. Et maintenant, cette année, ça fait 10 ans. Donc, euh, donc voilà. Et le studio, c'est le même. En fait, ici, le studio photo était anciennement le studio de mixage. Si tu veux, je te montrerai des photos d'avant. Oui, avec plaisir. Et du coup, comment tu es passé d'ingénieur du son à photographe en fait? Tu as toujours été passionné par la photo ou... Bah, bizarrement, non. Je connaissais vraiment pas la photographie avant. C'était pas quelque chose c'est pas quelque chose que je connaissais bien. Et dans la famille, on n'avait pas il n'y avait pas forcément d'appareil photo, de photographie. Voilà. Donc, j'ai pas baigné dedans. Par contre, je suis, si tu veux, vraiment passionné d'art et de sciences. Et donc, en gros, quand j'étais ingénieur du son, j'étais euh, voilà, j'étais ingénieur à la musique. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, de manière plus globale, je me vois comme un ingénieur à l'image. Et du coup, il y a énormément d'analogies entre les deux métiers. C'est vraiment la même réflexion. J'ai envie de te dire que c'est presque les mêmes logiciels, c'est la même philosophie de logiciel. C'est la même démarche. Art et sciences. Tu vois, c'est vraiment quand j'étais ingénieur du son, j'étais vraiment en studio. Je faisais pas le live ou le broadcasting. J'étais vraiment, tu vois, en enregistrement et mixage en studio. Et donc, on prend le temps d'essayer de créer le son le plus beau possible. Et si tu veux, cette démarche-là, aujourd'hui, je l'ai aussi, je la retrouve dans ce que je fais, où je suis plus un photographe de studio euh, et où je prends le temps d'essayer de faire du beau. Et du coup, je, je retrouve énormément d'analogies entre les deux métiers. Tu as suivi une formation en photo? Comment tu as appris à utiliser ton appareil, à faire de belles images? Non, j'ai pas suivi de formation. J'ai acheté des livres. Et puis, pendant une année, je me suis acheté un appareil photo. J'ai commencé avec le Fujifilm X100. D'ailleurs, je l'achète parce que sans aucune, je sais pas en fait si c'est bien ou c'est pas bien. Je l'achète parce qu'il est beau. Je ne connais rien à la photo. Je sais juste en fait que si tu veux, les arts me plaisent et c'était une forme d'art en fait qui me plaisait et que j'avais envie d'apprendre. Donc, ça aurait pu être cet art comme un autre, si tu veux. Donc, je m'intéresse à cet art-là, donc j'achète un appareil photo et j'achète des livres, je lis et je pratique. Donc, en fait, je me suis laissé une année pour étudier, pour pratiquer. Et en fait, cette année, elle était plus simple pour moi parce que j'étais pas encore marié, j'avais pas d'enfant encore. Donc, j'ai pu vraiment me vouer à ça pratiquement 365 jours, 16 heures par jour, quoi. Donc, c'est un condensé d'études qui peut-être aujourd'hui, quand tu as une autre activité,
c'est peut-être la même chose que si tu étudies pendant 3 4 ans, en fait. C'est-à-dire que j'ai pu condenser, j'ai eu la chance de pouvoir condenser ça parce que je venais de vendre mon studio et que du coup, j'avais pas de responsabilité. Et donc, pendant une année, je ne pu faire que ça tous les jours pendant une année pleine. Donc ça fait beaucoup d'heures et du coup, ça accélère l'apprentissage. Et donc, théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique pendant une année, quoi. Et Tu avais déjà en tête, du coup, d'en faire une activité professionnelle quand tu oui, t'es oui, non, non, d'accord. c'était vraiment l'objectif était d'en vivre. Je me vois pas en fait faire un métier où il n'y a pas de science et où il n'y a pas d'art. Mm. Euh, donc quand j'ai décidé qu'on on avait fait des belles choses au studio dans le son, mais c'était une vie où je travaillais beaucoup de nuit. Ah, j'avais envie en fait de changer de mode de vie et d'essayer autre chose. Donc, on, on a vendu en fait on a vendu le studio quand on était vraiment au top. On avait fait des très beaux projets. Et du coup, quand je me suis lancé dans la photographie, l'idée, c'était évidemment que ça redevienne en fait un nouveau métier parce que c'est viscéral. Je ne me vois pas faire un métier qui n'a pas ces deux choses-là. Mais, comme tu vois, à la base, c'était pas un amour inconditionnel vers la photographie. C'est un amour inconditionnel vers tout ce qui mélange l'art et la science. C'est ça qui me plaît. Vraiment, c'est ce qui m'attire. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu as un studio. Est-ce que tu as direct commencé avec un studio dans le sens où tu as une équipe, plusieurs personnes qui travaillent avec toi, ou au début, tu étais tout seul? Comment ça s'est fait? Non, au début, j'ai commencé tout seul. Par contre, j'avais mon studio parce que du coup, c'était mon studio de mixage et du coup, qui est devenu un studio de photographie. Et j'ai commencé seul. J'ai commencé avec donc le X100. Donc en plus, avec une focale et un flash. Et, et tu vois, pour l'histoire, mon premier appareil photo, mon tout premier, c'est un Fujifilm. Et ma toute première lampe, c'est un Profoto. Et je n'ai acheté que ces deux choses-là. J'ai acheté un flash Pro Photo, un appareil photo Fujifilm et je devais avoir deux, trois modeleurs. Rien de plus. Et j'ai ouvert le studio comme ça. Et au départ, je me suis intéressé un peu à toutes les formes de photographie parce que moi-même, je ne savais pas encore exactement ce qui me plaisait. Donc, j'aimais l'image, mais après, euh, j'ai souhaité un peu goûter à tout pour, tant que tu n'as pas essayé, tant que tu n'as pas expérimenté, dur de savoir. Donc, disons, pendant les 2 3 premières années, j'ai touché un petit peu à tout. Et petit à petit, je crois qu'au bout d'1 an, j'ai acheté une deuxième lampe. Et au bout de 2 ans et demi, quelque chose comme ça, j'ai changé d'appareil photo pour pouvoir avoir un panel de focale. Et ça a avancé vraiment, mais tout doucement. L'évolution matérielle, elle a avancé tout doucement. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Fujifilm, puis Profoto, qui m'ont proposé de devenir ambassadeur pour eux. Et du coup, tout s'est fait dans la continuité. Je suis resté fidèle à Fujifilm depuis. Donc, ça fait quasiment 8 ans que on travaille ensemble. Et Profoto, je crois que c'est arrivé 1 an ou 2 ans après, un truc comme ça. Donc, ça doit faire 6 ans que je travaille avec Profoto. Donc voilà. D'accord. Et comment, à partir de quand tu as commencé à travailler en équipe avec plusieurs métiers complémentaires? Ça, c'est quand j'ai commencé à travailler dans le publicitaire. C'est dès que j'ai commencé à travailler avec des agences, avec des clients B2B, petit à petit, j'ai commencé à m'entourer. Mais il y a, alors, m'entourer de corps de métier que je ne sais, que je ne fais pas. Mais ce que j'aime faire, c'est l'entièreté du process de création, c'est-à-dire du concept, de la direction artistique, de la lumière, de la photographie et de la post-production. Moi, ce qui me plaît, c'est l'intégralité de ce process.
qui me plaît. Donc mes équipes se sont montées autour de ça. Donc, du coup, stylisme, make-up, euh, même, même producteur ou etc. Mais à la base, vraiment, je faisais tout moi-même. Mm. Et euh, petit à petit, j'ai cherché aussi après des plus hautes expertises dans mes propres corps de métier. Et donc, petit à petit, je me suis approché aussi de grands retoucheurs euh, qui, euh, qui m'ont beaucoup apporté et qui sont devenus aujourd'hui presque des parrains et qui me transmettent. Donc, euh, donc aujourd'hui, je fais une très grande partie de ma post-production seul, mais aussi accompagné à quatre mains avec ces équipes-là. Ok. C'est super du coup de pouvoir faire ce métier tout en étant entouré parce que parfois ça peut être un peu solitaire. Bah, à tes débuts, tu étais tout seul, on peut se sentir Ouais. un peu seul On peut vite, euh, justement. on peut vite se retrouver un peu seul, on peut vite on peut vite se retrouver en solitude. Et c'est vrai que euh, la plupart des plus beaux projets que j'ai faits, ça a toujours été en équipe. Et même si je fais quand même beaucoup de choses, euh, le fait de travailler en équipe, je ferme jamais la porte en fait aux propositions, aux retours. Et donc, euh, même si je m'occupe de beaucoup de choses, le fait de travailler en équipe, il y a plusieurs regards et il y a des échanges qu'on peut avoir sur set qui font que ça me fait évoluer dans, euh, dans ma création. Donc moi, j'adore travailler en équipe. Euh, mais je dois garder en fait un œil. Je peux pas déléguer 100%. Je dois garder un œil sur l'entièreté du process de création. C'est ça parce que c'est ce qui me. J'ai pas, comment dire, un, comment dire, un besoin viscéral de ne faire que de la photographie. Je me vois plus comme un créateur d'images. Mm. Donc, j'ai envie de te dire, j'aurais été peintre. En fait, ça aurait été la même chose pour moi. C'est-à-dire que j'utilise l'outil photographique pour créer de l'image. Euh, donc, j'aime l'image au sens large du terme. Euh, donc, je m'intéresse énormément à la photographie, mais je m'intéresse presque plus à tout ce qui est autour de tout ce qui fait partie de l'image, le cinéma, la peinture, le graphisme, la 3D, tous ces corps de métier, enfin tous ces arts qui font tous partie de la maison mère, si tu veux, image. C'est ce qui m'inspire le plus. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ton expérience précédente d'ingénieur du son, tu n'avais jamais eu envie de te mettre un peu à la vidéo, donc de pouvoir associer la photo et le son en faisant des vidéos pour des clients? Ouais, on me le dit souvent, mais si tu veux, là, je m'y plais bien. Donc, Pour Attends. l'instant, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais l'idée n'était pas, tu vois, de faire tous les 10 ans une suite. Alors peut-être, hein, qui sait, on ne sait pas, mais là, je m'y plais bien et j'ai plein d'envies encore. Tant que les envies sont là, Mm. voilà, j'ai plein de choses en tête que j'ai envie de faire. Donc, et je pense qu'il me faudra le temps d'une vie pour tout finir. Donc, Oui, c'est mais ça. pour l'instant, go comme ça. Et, ouais, du coup, aujourd'hui, tu travailles avec quel type de clients sur quel type de projet? Tu as parlé de la publicité commerciale. C'est ce que tu fais du coup à 5%? Ouais, aujourd'hui, mon studio est spécialisé en B2B. Donc, je crée des images pour les marques et les artistes. Donc, euh, même les entreprises, toi, quand j'entends marque, j'entends entreprise aussi. Donc, on réalise toutes les campagnes, tous les besoins d'images pour les marques. Que ce soit de la petite marque, vraiment la toute petite marque ou même l'artiste qui est une marque personnelle, si tu veux, jusqu'à la grande marque. On a eu la chance de faire
de faire des projets pour McDonald's, etc. Donc, c'est des projets qu'on aborde de la même manière en fonction de la taille, tu vois, de- du client. C'est, on crée des images. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut aller un peu à contre-courant de ce qui peut se dire souvent, c'est que je n'aime pas avoir un style. Parce que pour moi, en fait, chaque, chaque job, chaque client euh, doit avoir un style personnalisé à la carte. Et donc, si tu veux, nous, au studio, on essaie de créer une ambiance, une atmosphère spécifique à la marque. Et donc, ça veut dire que, euh, et c'est ce qui me plaît, c'est qu'en vérité, chaque jour, on peut créer en fait tous les styles photographiques en fait. Et c'est hyper instructif parce que, tu te rends compte euh, que c'est très large. Je trouve ça hyper rafraîchissant de se lever chaque matin et de se dire, on recommence tout à zéro. Plutôt que de prendre le risque de trouver une sorte de recette et de l'appliquer sur le long terme. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Je pourrais m'ennuyer très, très vite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est, OK, nouveau client, on repart de zéro. Quelle photographie on fait? Quel style d'image on fait? Et donc, quelle identité on essaie de créer pour cette marque? Et donc, ça demande après pas mal de recherche, euh, d'adaptabilité, mais je trouve que c'est passionnant parce que la photographie est grande et large. La photographie est un art majeur. J'insiste dessus. Euh, et donc, euh, il y a plein de choses, il y a plein de choses possibles. C'est intéressant. Et tu disais que tu aimais faire tout de A à Z dans un projet pour créer une photo. Et quand tu travailles avec des grandes marques, les grandes marques, elles ont l'habitude aussi parfois d'avoir, soit en interne, soit en externe, déjà un ou une directrice artistique. Donc, est-ce que ça arrive où on te dise, bah, voilà, on a déjà le brief parce que voilà, la direction artistique a été gérée chez nous. Est-ce que vous pouvez juste faire la réalisation? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que toi, ça te gêne ou est-ce Non, non, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux possibilités. Soit la direction artistique est faite soit par le client, soit par l'agence. Et nous, en fait, on crée à partir de cette idée. Et en fait, la seule différence, c'est est-ce que l'idée vient de moi ou est-ce que l'idée vient d'une autre personne. Mais pour moi, en fait, ça ne change rien. Après, comme on a un accompagnement, on propose un accompagnement vraiment global, on essaie toujours d'apporter notre expertise, même en fait euh, au directeur artistique en charge voilà, pour être force de proposition et d'être assuré de pouvoir emmener le projet le plus loin possible. Hmm. Mais, euh, mais l'un ou l'autre me plaît. En fait, c'est vraiment cette idée de se dire, bon, OK, ce matin, est-ce que je prends l'idée voilà, dans mes carnets d'idées, ou est-ce qu'on me propose, tiens, voilà cette idée-là? Parce que à partir d'une direction artistique, il reste encore plein de chemins à prendre. Donc, c'est pas si enfermant que ça. Et je trouve que c'est chouette aussi euh, en termes de satisfaction en fonction, tu vois, envers le client ou l'agence, c'est de se dire, bah, nous on a eu cette idée et puis on leur réalise l'idée et ça match. Hmm. C'est génial en fait. C'est-à-dire que, parce que même pour le directeur artistique qui crée l'idée, elle a germé dans sa tête et donc elle reste, si tu veux, euh, et- virtuelle. Tu vois. Donc nous, on la concrétise. Hmm. On la concrétise et c'est chouette d'arriver parfois à avoir un match-up très, très proche et de se dire, bah, on, on sait faire, on sait créer, on sait réaliser.
Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que soit c'est satisfaisant pour moi, parce que du coup, là, tu développes une paternité à l'image qui est exceptionnelle parce que l'idée est venue comme ça. Et puis, ça y est, tu as fait la photo. Entre-temps, tu as tout un process. Mais quand tu arrives, tu te rappelles de la première fois où l'idée est venue et peut-être un mois plus tard que ça y est, tu as la photo. C'est un sentiment exceptionnel. Mais en plus, si tu travailles avec un directeur artistique externe et que tu lui présentes l'image finale et que lui dit, putain, mais c'est dingue, c'est ce que j'avais en tête et on l'a fait, bah, c'est hyper gratifiant aussi pour le studio Mm. et pour notre savoir-faire. Ouais. Là, tu parlais de process. Tu dirais que pour, par exemple, une publicité pour McDonald's, il te demande une publicité qui va être publiée, je sais pas, aux arrêts de bus ou autre. Tu dirais que le process, globalement, il prend combien de temps? C'est-à-dire, quand tu te contactes, il faut en moyenne combien de temps pour que la photo finalisée aboutisse? Bah, ça, peut, euh, ça peut varier de manière générale, en fait, il y a à peu près un mois entre le premier contact avec le client et puis de manière générale. Après, en fonction des projets, ça peut s'étendre à 2, 3 mois où on a un planning super serré et on nous appelle en urgence et on a que 2 semaines pour le faire. Mais c'est jamais du jour au lendemain, Ouais. c'est rarement sur une semaine. Donc c'est, on va dire, entre 2 mois et 2 semaines, tu vois, à peu près. D'accord. Ok. Je voyais ça plus long, en fait, par rapport au projet. Enfin, j'ai l'habitude de le gérer, moi, où je suis la plupart du temps seule. Finalement, c'est assez proche. Ouais, en fait, là, je te parle évidemment, si on est en train de réfléchir, tu vois, à un truc beaucoup plus global, évidemment, ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais les plus grosses campagnes que j'ai faites, on peut, le temps de réflexion, le temps de pré-production, tout ça, euh, ça peut prendre, ouais, on est sur un mois, 2 mois. Après, parfois, j'ai travaillé sur des campagnes où après, il y a eu une grande quantité en fait d'images à réaliser. Et donc là, pour le coup, après la réalisation elle-même du shooting, ça a pu prendre facilement un mois de shoot. Ah oui, oui, c'est énorme. Donc, donc c'est Mm. alors qu'en général, ça va durer 1 ou 2 jours, Ouais. 2, 3 jours de shoot. Mais oui, il peut se passer en fait des projets où bah, après il y a beaucoup de choses à photographier, donc ça peut s'étendre sur un mois. Ouais, facilement. Le plus gros projet que j'ai fait, c'était la refonte intégrale d'une marque. On a refait toutes les images de cette nouvelle marque et on a dû livrer une campagne de 600 images. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, Ouais. 600 images, je crois que si je me souviens bien, on a mis un mois et demi de pré-production. Et puis, on a pu mettre, j'ai envie de te dire, 2 mois. 2 mois, ouais, 2 mois et demi de shoot. Mm. Ouais, de shoot. Donc, quand c'est comme ça, euh, j'ai mon studio. Et donc, comme c'est mon studio et que s'il n'est pas ouvert en fait à la location, bah, c'est simple. En fait, on peut se poser pendant un mois Mm. ici, 2 mois et ne faire que ça pendant 2 mois. Ouais, c'est l'avantage d'avoir son studio et de pouvoir faire ça. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, si tu dois louer un studio, c'est vite énorme en fait de bloquer un studio pour un mois, 2 mois. Donc là, l'avantage en fait d'avoir son propre studio prend tout sa sauce. Mm. C'est clair. Tu es intervenu au sommet de la photographie culinaire cette année en Ouais, c'était 2018 chouette. C'était chouette. pour parler de la lumière artificielle et comment obtenir un rendu naturel avec de la lumière artificielle. Masterclass qui a beaucoup plu. Et c'est vrai que bah, on te voit un petit peu comme le maître de la lumière. En tout cas, tu aimes maîtriser
apprendre à maîtriser la lumière et enseigner cela. Euh, et tu as, dès tes débuts d'ailleurs, commencé avec la lumière artificielle. Euh, Pourquoi la lumière artificielle plutôt que la lumière naturelle? Euh, Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui commencent se disent, bon, bah, je vais faire avec la lumière naturelle, elle est disponible, voilà, c'est peut-être plus facile. Pourquoi tu as souhaité déjà commencer avec le flash? Alors, quand j'ai compris en fait qu'il y avait strictement aucune différence entre la lumière du soleil et la lumière d'un flash, c'est-à-dire qu'au début, quand on commence, on a, euh, quand on n'a pas toutes les connaissances, on peut vite en fait s'imaginer un monde, mais on peut vite s'imaginer que bah non, un flash ne pourrait pas replacer un soleil ou voilà. Et quand on comprend en fait physiquement comment fonctionne la lumière, bah, en fait la lumière c'est la lumière de n'importe quelle source. Donc quand j'ai compris ça et que j'ai quand même un besoin enfin, en tout cas je trouve que c'est chouette de pouvoir maîtriser les éléments. Euh, un peu comme quand on regarde des films et que on se dit c'est incroyable, ils ont shooté dans quelle ville, où c'est allé. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est shooté l'extérieur et shooté en studio. Ben, le grand avantage, c'est qu'on maîtrise les éléments et qu'on peut prendre son temps et qu'on peut créer soit quelque chose de réel ou de beaucoup plus féerique. Et c'est la différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la maîtrise de la lumière complète à l'instar du peintre. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a la liberté totale. La liberté totale. Alors parfois, je travaille avec la lumière naturelle, parfois, je travaille en lumière continue, je travaille au flash. En fait, peu importe. Peu importe. Pour moi, c'est tant qu'on comprend en fait comment ça fonctionne, en fait, peu importe ce qu'on utilise, ça, on a toute une palette de possibilités. L'avantage en fait de travailler au flash, c'est qu'on a alors, quand je travaille au flash, moi, mes flashs, ils ont la lampe pilote aussi, ce qui fait que je peux choisir de travailler avec l'un ou l'autre. Donc, soit en continu, soit au flash. Donc, rien que cet outil-là fait que j'ai une infinité de possibilités. Je peux travailler à l'heure que je veux. Je peux créer du jour en travaillant la nuit. S'il fait pas beau, je peux créer une ambiance euh, où le ciel est dégagé. Donc, c'est ça, en fait, le plaisir est là. Le plaisir de créer. Vraiment le plaisir de se dire, euh, de, d'avoir la maîtrise de tout et donc de développer, si tu veux. C'est ça, en fait. C'est ce côté, tu vois, quand le peintre, il commence avec une feuille blanche et que il peint et puis que c'est fini. Ouais, en fait, toute la paternité vient de sa main. Bah, tu vois ce que je veux dire? Il a tout créé. Ouais, ouais. Et c'est vrai que quand je suis en studio, j'ai ce besoin, tu vois, de ressentir cette création. Dire, tout a été pensé et qu'en fait, à la suite d'une réflexion, d'une pensée. C'est ça qu'en fait qui m'intéresse. C'est de pas faire les choses au hasard. L'idée, c'est que on laisse toujours après une partie de hasard, mais c'est des hasards. Pour moi, en fait, le hasard heureux n'arrive que s'il y a de la maîtrise autour. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir euh, tenter des choses, créer soit du naturel comme on l'a fait, on l'a montré à la masterclass, ou soit essayer de créer quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est passionnant en fait. C'est passionnant. Mais il faut être passionné de rester du temps à peaufiner ça. Je peux comprendre que peut-être ça, des gens n'y soient pas intéressés, ou de même quand on parle de post-production, que les gens ne soient pas intéressés de rester devant un ordinateur. Je peux comprendre. Ouais. Mais moi, c'est ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est vraiment tout le processus de création de je sors de ma douche, j'ai une idée. Tiens, j'aimerais bien faire une image comme ça. Et puis à partir de là, jour un, jour 2, jour 3, tu vois, hop, et puis hop, la photo finale naît. Et c'est génial. C'est génial. Et, et du coup, ce qui peut t'arriver en tête est infini. Donc, si tu maîtrises euh,
le process de création, bah, en fait, ta photographie est un film. C'est pour ça qu'en fait, j'ai plein d'idées parce que je sais que tout est possible, tout est réalisable. Mais ça demande beaucoup de pratique pour comprendre comment réaliser, créer l'image que tu as en tête, en fait. Au début, justement, quand tu maîtrises pas la lumière, tu as une image en tête et tu te dis, mais comment je vais faire, par où je commence? Et en fait, ça demande beaucoup de pratique, Et tester, alors, je tester dirais, des choses ouais, différentes. alors, et je dirais que je dirais 50% de pratique et 50% de théorie. Parce qu'en fait, tu peux avoir 20 ans d'expérience et toujours pas exactement savoir ce que tu fais. C'est la théorie qui va te permettre en fait de comprendre ce que tu fais. Et du coup, cette théorie qui est plus académique, euh, c'est chiant, c'est l'école, voilà, c'est bon, faut le dire. Mais le plaisir que tu dégages après, parce qu'après tout ça, tu l'oublies. Ça devient un réflexe et tu n'y penses plus. Mais ce plaisir ensuite que te dire, ah, j'aimerais que ma lumière soit comme ça. Donc, il faut que je mette ma lumière comme ça. Tu le fais, ça fait exactement ce que tu pensais. Mais ça, c'est génial. Le gain de temps est incroyable et la satisfaction. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu comme si, pour résumer, bah, le peintre se dit, bah, si j'incline un peu mon pinceau, je vais avoir un, un trait différent. Et ben, en fait, à partir du moment où tu sais comment les choses fonctionnent, bah, tu t'éclates. Mais moi, en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant de tâtonner. Mm. Alors, c'est là où il faut faire attention quand on dit ça, c'est que après, c'est pas parce que tu connais la théorie que tu ne laisses pas l'aléatoire. C'est-à-dire que je sais comment ça fonctionne, et donc parce que je sais comment ça fonctionne, je sais que de cette manière-là, j'aurai un rendu aléatoire. Mais je le sais. En fait, je le subis pas. Et donc, je me le propose d'avoir un rendu aléatoire. Et ça, euh, je trouve que c'est gratifiant. Par contre, bah, du coup, c'est vrai qu'en amont, ça demande pas mal de travail et d'études, presque plus que de pratique. Et après, quand tu as compris tout ça, après, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Tu vois, mais pratiquer en étudiant ce que tu fais. Pas parce que quand tu es dans la commande du client et que tu fais, en fait, tu es la tête dans le guidon et tu n'analyses pas ce que tu es en train de faire. Mm. Donc, faut faire vraiment la petite différence entre ça. Euh, j'ai envie de dire, c'est accumuler, tu connais cette phrase, accumuler 10 000 heures d'expertise, tu vois, d'études. C'est 10 000 heures, voilà, d'analyse, d'études, pas 10 000 heures de faire. C'est deux choses vraiment différentes. Là, il y a deux choses que je trouve importantes dans ce que tu viens de dire. La première, c'est il faut aussi réaliser que c'est pas parce qu'on sait comment ça fonctionne que quand on a une image en tête, on installe le matériel, on déclenche, ça y est, l'image, elle est faite. Ça, c'est une fausse croyance que peuvent avoir certaines personnes en disant, bah, la personne, là, elle est pro, c'est bon, ça, il va mettre, il sait comment faire et voilà, il aura juste à appuyer sur le bouton, ce sera fait. Il y a toujours des ajustements à faire, des micro-ajustements, même si tu comprends les principes, ça, c'est nécessaire. Pour moi, en fait, pour moi, le chef-d'œuvre, le merveilleux, se cache dans le détail. Donc, tu peux mettre un peu tes lumières, alors si on parle que de lumière, mais si tu peux mettre tes lumières à peu près là où il faut, mais l'image se finit, elle peut passer de bien à exceptionnel dans les derniers centimètres, le dernier angle, le dernier truc. Et ça, je l'ai observé tout le temps. C'est-à-dire que c'est dans le détail, c'est dans la dernière finesse que tu peux vraiment faire de belles modifications. Et donc, en vérité, ça va être une succession une somme de tout petits ajustements plutôt que genre un changement, un grand changement. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. parce que tout le monde sait à peu près faire une lumière. Mais après, c'est vraiment une somme de petits fins réglages qui va faire que tu vas pouvoir passer encore un step. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est le temps d'une vie pour l'apprendre. Car aujourd'hui, je sais des choses que je ne savais pas hier, mais demain, j'espère en savoir beaucoup plus. Donc, il faut toujours avoir ce désir cette curiosité.
C'est ce désir d'apprentissage et de se dire, tiens, ça y est, j'ai une idée en tête que je devrais pouvoir faire dans un mois. Euh, et ben, ça y est, en fait, ça me motive parce que je l'ai jamais fait, donc bah, va falloir un peu réfléchir à comment faire. Et tout ce process, même en amont, d'appuyer sur le bouton, mais je le trouve merveilleux, tout autant que du moment de déclencher qu'on voit l'image. Mais tout ce processus de recherche en amont est passionnant. On sent en tout cas que tu es passionné par ton métier. Par Alors, ça. je pense que dans ce genre de métier, euh, si t'es pas passionné, alors franchement, il faut vraiment pas faire ce métier, hein. Parce que tu vois mes cernes, tu vois, c'est, ça reste un métier compliqué. Ça reste un métier où on accumule des heures de travail abyssales. En tout cas, voilà. Bon. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, si j'ai pas la passion, mais, je meurs. Je meurs. Je meurs parce que du coup, tu vois, j'aimerais bien plus dormir, j'aimerais bien prendre plus de vacances, j'aimerais bien. Mais du coup, en contrepartie, il y a ce plaisir du travail. Moi, je peux pas dire que je pars au travail. Je dis, je pars m'amuser. Mm. Je pars m'amuser. Et ça, pour moi, c'est le réel bonheur. Le réel bonheur, c'est de ne jamais travailler de sa vie. Je travaille pas. Je, je, je prends plaisir à créer. C'est. Maintenant, je suis d'accord. Il y a un Ce deuxième que point je sur veux lequel je dire. voulais rebondir. Ah, pardon. Vas-y. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la partie théorie, donc pour comprendre comment cela fonctionne, 50% de théorie, 50% de pratique. Pour les personnes qui débutent, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander de suivre pour comment dire, monter en compétence sur la partie théorique? Bah, alors, pour te donner un exemple, la littérature photographique, aujourd'hui en 2024, elle est pas bonne. Mis à part peut-être une infime partie d'ouvrages, mais elle n'est pas bonne. Je sais pas pourquoi. On a voulu tout vulgariser. Et donc, en fait, on a vulgarisé l'édition de 2023 qui a été vulgarisée de l'édition 2022, et etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, on raconte beaucoup de bêtises dans les livres. Donc, moi, j'ai découvert vraiment euh, le, les vraies, scientifiquement vraies théories de la photographie dans des éditions de livres de photographie qui datent des années 80, 70. La photographie, ça n'a pas bougé, hein. On n'a rien réinventé. C'est même, la même chose. La différence, c'est que quand on... Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à la Bibliothèque nationale de France et vous avez accès, du coup, à tous les livres de toutes les éditions. Et donc, plus vous remontez dans le temps, et plus vous allez voir qu'en fait, qu'un livre de photo, c'est un livre de physique. Parce qu'en fait, on étudie l'optique, on n'étudie pas le côté euh, ah, je ressens que c'est bien, donc je fais comme ça. Non, c'est pas ça, la photographie. Ça s'étudie. C'est un art qui s'étudie. L'art s'étudie. L'art, on- c'est quelque chose de sérieux. Donc, les livres anciens sont beaucoup mieux que les livres actuels. Puis, si je te parle de la lumière, ben, en fait, j'ai quasiment rien trouvé en photographie. Par contre, tu changes de rayon, tu vas au cinéma. Mm. Et pareil, tu remontes un petit peu dans le temps et tu vas trouver des livres qui parlent de la lumière, mais dans le rayon cinéma, mais qui a des années-lumière des ouvrages qu'on peut trouver en photographie. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tu sais très bien que dans la tête de beaucoup de personnes, la lumière au cinéma, c'est pas comme nous en photographie, c'est différent. Tu sais très bien que beaucoup de gens peuvent penser comme ça. Eux, ils travaillent en continu, nous, on travaille au flash. Puis c'est des grosses. C'est pas pareil. Puis c'est du film, donc c'est pas de la photo. Mais en fait, si. En fait, c'est exactement la même chose. Et donc, tout ce que j'ai appris en lumière, je l'ai appris dans les livres de cinéma. Donc, en fait, il faut vraiment apprendre à
faire un pas en arrière, ne pas s'intéresser qu'à la photographie, mais s'intéresser à l'image. Par exemple, tout ce qui est composition, je ne l'ai pas appris dans des livres de photographie. Je l'ai appris dans des livres de graphisme. Ah oui, de peinture. Sur la peinture aussi, on a beaucoup à apprendre. Voilà. C'est De vrai la qu'on a peinture, l'envie. Ouais. de la peinture, mais bizarrement, c'est quelque chose qui a été beaucoup poussé dans l'étude graphique, euh, surtout de l'école Bauhaus, toute cet enseignement allemand, mais c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Euh, Tous les traités de Gestalt, enfin, c'est vraiment incroyable. Mais c'est pas de la littérature facile. Ouais. C'est pas Instagrammable. C'est pas TikTok. Tu vois. C'est des vrais livres de science. Et donc, du coup, enfin, et d'art dans le sens noble du terme. Donc, ça, c'est vraiment la seule recommandation que je peux faire, c'est d'aller à la bibliothèque. Et c'est bête hein, de dire ça, hein. Mais franchement, quand ils pensent autour de nous, on va souvent à la bibliothèque? On y va presque. Tu Non. vois ce que je veux dire? On n'y va presque plus. Alors qu'à la base, tout est à la bibliothèque. Oui, oui, Et alors, en plus, nous, on a la chance d'être à Paris, d'être pas très loin de Paris. On a des immenses bibliothèques. Tu vas à la Bibliothèque nationale, tu vas à Pompidou, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, il faut prendre la peine de lire des livres qui sont hors champ photographique, mais qui ne parlent que d'images. Parce que la photographie, c'est de l'image. Tout autant que le cinéma, que le graphisme, que la typographie. J'ai lu des bouquins en typo. C'est génial. C'est génial. Et parce qu'on parle de la même chose, mais sans vraiment le savoir, sans vraiment le dire. Donc, ça, c'est vraiment passionnant. Et donc, les livres sont. Alors, je vais dire un truc de vieux, hein, euh, mais en fait, les livres sont écrits en petit, il n'y a pas beaucoup d'images. Enfin, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas aussi fun que de regarder en fait une vidéo TikTok qui pourrait tout te résumer en 20 secondes. Tu vois? C'est, il y a une démarche en fait d'études presque académiques à avoir, je pense personnellement, ça ne regarde que moi, mais que je trouve en fait passionnant et en tout cas qui peut aussi déclencher une passion. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, tu te dis, mais à quoi ça va me servir? Et en fait, en lisant ces livres, ça peut te déclencher une passion différente pour les arts et pour l'étude des arts, tu vois, l'aspect scientifique de l'art, l'aspect théorique de l'art. oui. Du coup, pour les personnes qui ont envie de progresser en lumière artificielle et pour qui les livres, c'est compliqué, que ça rebute, ils peuvent aussi suivre une de tes masterclass, parce que tu en animes régulièrement avec Profoto, il me semble. Alors, il y a on- tous les une fois par trimestre, on est en train de créer une masterclass associée euh, Profoto et Fujifilm à Paris. Et on va annoncer là, peut-être dans une semaine, dans 10 jours, on va annoncer la prochaine. Il y a 25 places. Et pendant une journée pleine, je crois que c'est 10 heures, sur une journée pleine, on va étudier la lumière, la photographie, la post-production, pas- enfin plus la lumière et la photographie, et réaliser une vraie campagne. Donc c'est en théorie et vraie pratique. Ce sont des images qui par la suite vont être diffusées et utilisées. Donc on fait ça. Après, vous pouvez retrouver, j'ai enregistré une masterclass sur Ampara qui fait 20 heures, je crois. Donc, on étudie vraiment le fonctionnement, les principes théoriques de la lumière, comment fonctionne la lumière. Et cette approche-là, je la trouve intéressante parce qu'en fait, on étudie euh, le principe fondamental indépendant de tout cas particulier. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas enseigner, voilà,
pour faire cette image, on fait cette lumière. Non. D'abord, on étudie comment fonctionne la lumière et on développe en fait des, un process de réflexion, une méthode pour ensuite que, à toute image qu'on a envie de faire, on puisse savoir comment régler les lumières. Et je trouve que c'est beaucoup plus passionnant parce qu'au final, vous venez me voir une fois, mais en fait, vous venez plus me voir. Parce qu'en fait, en, en théorie, si on suit bien le cours, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien d'autre à savoir. Tout est là. Ouais. Et donc après, si on digère bien tout ça, il prend un peu de temps, mais si on digère bien tout ça et qu'ensuite on le met en pratique, et que ça devienne des réflexes, on est capable de créer par la suite toutes les images du monde. On ouvre Internet, on fait une recherche image, on voit une image, on peut faire une lecture de lumière de l'image, et on se dit, bah, je vais refaire la même, et on sait exactement comment il faut faire la lumière. Et ça, c'est génial. Je trouve Ouais. plus passionnant que d'étudier euh, des milliers de cas particuliers et d'analyser que pour cette image, ils ont fait comme ci, comme ça. Et moi, c'est pas intéressant. Tu apprends à pêcher, finalement, plutôt que de donner à manger. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça, tu vois. Et puis après, j'accompagne. On a développé au studio un service de conseil. En fait, c'est un service que moi, j'aurais rêvé avoir quand j'ai commencé. Euh, c'est un service de conseil qu'on peut prendre à l'heure ou à la journée. Et soit on vient au studio, soit c'est moi qui me déplace au studio. On conseille des agences, des studios, des photographes indépendants sur la post-production et sur la lumière. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. D'accord. D'accord. Puisqu'on parle un peu de tes services et de tes projets, du coup, tu vas parler d'une prochaine masterclass en partenariat avec Fujifilm et Profoto. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles et pour lesquels tu peux nous parler un petit peu? On termine là une campagne pour une marque de sécurité et où ils m'ont proposé en fait de réaliser des images un peu atypiques qui sont pas parce que c'est vrai que quand tu parles de sécurité, dur de faire de belles images. En fait, Oui. puis Oui. il n'y en a pas vraiment. Mm. Tu tapes sur Google, il n'y a pas vraiment. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a réussi à, hum, à convaincre en fait le client et on a trouvé ça génial de pouvoir se dire, bah, essayons de faire quelque chose un peu décalé et de faire du beau pour de la sécurité. Et ils nous ont suivis et on finit là. On finit à peine et on va pouvoir montrer ça très, très bientôt là. Très, très bientôt. Ça, J'ai on est hâte de très voir, content. Ouais, on est très content parce que c'est complètement décalé. C'est complètement décalé. C'est de la sécurité façon série américaine. Mm. Donc on s'est amusé et en même temps, bah, c'est ce que je dis souvent à mes clients, il n'y a que l'original qui interpelle. Donc il faut créer de l'original. Faut créer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc c'est plus compliqué, il y a plus de risques, mais je trouve que c'est comme ça qu'on crée des images à fort impact. Et du coup, comment cette marque a contacté le studio? Parce que voilà, tu produis de belles images. Comment ils en sont? Enfin, voilà, comment est-ce que c'est toi qui les as contactés ou est-ce que c'est eux qui se sont dit, tiens, si on travaillait avec eux ou il y a eu un appel d'offres? Alors, je suis très mauvais en prospection. Donc, alors d'ailleurs, si tu proposes des formations en prospection, je prends. Mais non, non, je suis très mauvais en prospection. Pour l'instant, on est très heureux. Le téléphone sonne, on nous appelle. Après, on ne prospecte pas, mais on essaie d'être visible sur les réseaux. Donc, on est visible sur Instagram, LinkedIn, Facebook. On n'est pas sur TikTok parce que j'aime pas TikTok, mais on me le reproche souvent, mais je déteste TikTok. Mais voilà, on est déjà sur ces trois réseaux-là. On a essayé de faire un beau site. Donc, on a un site où vraiment tout est référencé. Et puis, voilà. Donc, et on essaye de. On préfère sélectionner plutôt des gros projets qu'une multitude de petits projets. Donc, en gros, là, c'est un beau projet euh, avec pas mal d'images, avec tout un accompagnement on a tout fait, de la direction artistique jusqu'à
l'accompagnement pour le futur accompagnement pour la publication, tout ça. Donc on a vraiment tout réalisé et on s'est vraiment éclaté. Là, aujourd'hui, pour te parler en fait de mon équipe, tu vois, sur ce projet-là, donc j'ai réalisé la direction artistique, la lumière, la photographie, une partie de la post-production. Et ensuite, j'ai travaillé avec Stéphane Nesger, qui est mon retoucheur en fait du studio, qui est basé à Amsterdam et qui fait partie voilà, intégrante de l'équipe et avec qui on travaille à quatre mains sur la plupart de mes campagnes. On a fait ensemble la campagne pour Philippe Stark euh, et, et c'est pour moi probablement le plus grand retoucheur au monde à l'heure actuelle. C'est, c'est une crème et le gars le plus talentueux que j'ai jamais vu en post-prod. C'est, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et la chance que j'ai, c'est que on a le feeling est passé, on s'entend très bien et en fait, il me parraine. Donc en fait, il me transmet tout ce qu'il sait, il me transmet. Et alors là, la valeur, elle est folle. La valeur, elle est folle parce que je continue d'apprendre avec probablement peut-être l'un des plus grands à l'heure actuelle. Alors pour résumer, Stéphane Nesger, pour donner juste un client, c'est celui qui a réalisé quasiment la moitié du portfolio de Erwin Olaf. Hmm. Donc ouais, c'est un grand monsieur et on est super fiers au studio de l'avoir avec nous. Et d'ailleurs, on a un projet de communiquer sur les réseaux là sous peu pour communiquer sur la team. Et parce que pour nous, c'est super important de présenter vraiment tout le monde. Euh, du coup, il y a un deuxième retoucheur avec qui maintenant on travaille, qui est David Martin. Et pareil, un monstre. Un monstre. Et le pire de tout, c'est que tu verras que ces deux noms, je suis prêt à parier que personne ne connaît. Ouais, c'est un peu les métiers de l'ombre, entre guillemets, finalement, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du photographe et jamais des retoucheurs, ouais. Alors, sachant que 100% des images en B2B, en campagne, en toutes sont post-produites, Hmm. ils sont où les crédits? Moi, j'ai été éduqué que quand tu vas au cinéma, tu attends la fin, il y a le rideau noir et puis il y a tous les noms. Ouais. Donc, moi, ça, c'est un truc qui m'insupporte. Mais ça m'insupporte, mais au plus haut point. Et le problème, c'est qu'on on sait tous qui a retouché l'image, mais c'est communiqué nulle part. Donc, en fait, tout le monde garde ça pour soi. Et puis, ça vend aussi l'idée à ceux qui ne connaissent pas vraiment le milieu de se dire, bah, en fait, c'est le photographe en fait, qui a tout fait. Non, 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 sachant qu'une grande partie de photographes ne font ni leur lumière, ni leur post-production, ça remet en fait en perspective certaines choses. Et je trouve que ça devrait être obligatoire. Ça devrait être Ouais. obligatoire d'avoir les crédits précis de chaque projet. Donc Hmm. nous vraiment, ça me tient fortement à cœur parce que je travaille avec des très grands et moi, c'est une fierté de travailler avec ces gens-là. C'est une énorme fierté. Les deux derniers projets qu'on a publiés, les campagnes pour Profoto Fujifilm, je les ai faites avec David Martin. Euh, mais pareil, une crème, un monstre en post-production. Et pourtant, euh, des gens simples et qui, le pire, si je disais les outils qu'ils utilisent, on sauterait par la fenêtre. Oui. D'une simplicité enfantine. En fait, pourquoi ce sont les meilleurs et pourquoi on les paye cher? C'est tout simplement pour leur œil. Peu importe l'outil qu'ils utilisent. Mais je dis toujours en fait que ces deux retoucheurs-là, quand on est des très grands retoucheurs, on peut retoucher une campagne pour Vogue dans Word. Les outils qu'ils utilisent existent dans Word.
Alors, ce sera plus long, ce sera plus moyenâgeux, mais ils peuvent très bien faire dans Word. Donc, c'est à complet contre-courant de tout ce qu'on peut entendre sur YouTube ou etc. Nouvelle méthode 2024 de retouche, nanani, nanana. Tout ça, en fait, ça n'existe pas dans le métier. Et Mm. c'est aberrant. Et en fait, tout ça parce qu'en fait, les crédits sont pas nommés. Et donc, en fait, personne ne sait qui sont derrière en fait, ces images-là. Mm. Donc, ils font partie intégrante de l'équipe. Autant que même le styliste, que le make-up, le hair artiste, voilà, directeur artistique, tout le monde fait partie du projet. Et donc, tout le monde doit être crédité au même titre que le photographe. Donc, moi, ça, j'y mets vraiment un point d'orgue. Même le troisième assistant doit avoir son crédit. Tout le monde doit avoir son crédit, comme au cinéma. Mais bon, après, qui suis-je bah, c'est ma petite, c'est mon petit coup de gueule, mais ça, pour moi, c'est fondamental. C'est pas toujours évident de faire comprendre aux clients, quoi. Déjà, qui mentionnent le photographe parfois. Oui, tu m'étonnes. Ouais, toute l'équipe, ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Ouais. En tout cas, rien que de partager, toi, sur les réseaux où le studio communique, c'est déjà top de voir, en fait, avec qui vous travaillez et de pouvoir les Donc, remercier. vraiment, on essaye de communiquer déjà sur les crédits et aussi de communiquer le process de création. Tu pourrais penser, bah, je me souviens, j'avais eu une discussion comme ça, on me disait, mais du coup, tu montres tout, comment tu fais mais en fait, c'est pas parce que je montre qu'on fera la même chose que moi. Ouais. C'est, et je trouve que c'est, en fait, à vouloir trop cacher, bah, ça laisse la place aux bêtises qu'on peut entendre sur, euh, sur les réseaux. Mm. Donc le fait de montrer, c'est de pouvoir associer certaines images à certains process de création. Comme ça, on voit vraiment comment c'est fait. Et moi, j'ai beaucoup appris en regardant. J'ai fait une énorme recherche de behind the scene des plus grands photographes qui me parlaient. Et j'ai beaucoup, beaucoup mangé de making-of, de behind the scene. J'en ai énormément mangé parce que et on comprend comment sont faites certaines images et quand on voit, c'est très souvent à contre-courant de tout ce qu'on peut lire ou voir en fait sur les réseaux. Donc je trouve que c'est important de communiquer sur tout ça. Oui, c'est pas parce qu'en plus tu en as mangé que tu as copié le style d'un de ces photographes-là. Non. C'est Tu trouves ton propre style et ta propre façon de faire. Ok, bon, en tout cas, c'était super intéressant, Julien, cet échange. S'il y a des gens qui ont des questions suite à cette interview, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Bah, tout est sur mon site internet. Donc jas.studio. Euh, Le lien dans la barre d'infos. yes. Et voilà, n'hésitez pas, il y a le numéro de téléphone direct ou en messagerie, mail ou même sur les réseaux. J'essaye de répondre à tout le monde. Euh, et ouais, non, j'essaie de répondre vraiment. On reçoit beaucoup de messages, on essaie de répondre vraiment à tout le monde. Ok. Donc, Ouais, c'est un peu ce qu'il vous reste à faire alors. Merci beaucoup, Julien. merci à toi, merci beaucoup. À une prochaine. Très belle journée. Ciao.